Le Front du lundi, saison 3, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler agriculture, épandage, apiculture, produits chimiques et autres joyeusetés de nos campagnes industrialisées. C'est le Front du lundi, c'est les 92.2, c'est Canal Sud et c'est parti. Quoi ? Vous n'avez pas donné votre avis sur les épandages aériens de pesticides ? Le ministère de l'Agriculture a pourtant organisé une belle consultation publique cet été. Il suffisait entre le 1er et le 22 août d'aller sur le site du ministère et de donner votre avis sur le projet d'arrêté que viennent de mitonner ces services. Consultation bidon qui a bien fait rire dans nos campagnes, du moins ceux qui étaient au courant, pas nombreux. L'épandage, ça consiste à sulfater depuis un avion ou un hélico des cochonneries bien chimiques et bien pourries, insecticides, fongicides, désherbants, etc. sur les vignes, en Champagne et dans le Languedoc, sur le maïs, notamment en Aquitaine, le riz aussi en Camargue et les bananes aux Antilles. Alors cette pratique est interdite depuis 2009 par une directive européenne pour éviter des effets néfastes et importants. Mais un arrêté du 31 mai 2011 permet à nos agriculteurs de décrocher des dérogations du moment que les végétaux perdu Rico dans le champ de maïs et voilà, ça lui apprendra à tenter de faire une intro dans un champ de maïs de l'Aquitaine et juste au moment où donc un avion ou un hélico arrive pour sulfater donc sa bobine. Donc on reprend puisque voilà, on est dans les studios de Cognac G et on a perdu Rico. On reprend sur cette histoire de consultation. Donc entre le 1er et le 22 août, il y avait une consultation publique pour tenter de, grosso modo, d'assouplir un arrêté ministériel qui essaye de faire passer les épandages donc, de pesticides, fongicides sur certaines cultures, le maïs, la vigne, le riz et les bananes, pour essayer de continuer à le faire, alors que normalement c'est interdit par la Commission européenne depuis 2009. Donc on se dit que s'il y a une consultation publique, il y avait plein de gens au courant évidemment pour amener des modifications à ce, j'imagine, futur arrêté. Donc on est avec Olivier Fernandez qui est du syndicat apiculteur Midi-Pyrénées. Bonjour. Et donc est-ce que ton syndicat a été par exemple au courant de cette consultation ? Alors non, tous les syndicats d'apiculture et toutes les organisations agricoles n'étaient bien entendu pas au courant de cette consultation publique. De toute façon, si ça se passe l'été, on se dit que... Voilà, déjà il y a un petit indice, c'est vrai que quand on met comme date du 31 juillet au 22 août, eh bien on peut se douter que sans publicité aucune, avec les médias qui sont souvent plus ou moins en vacances et qui ne vont pas aller faire des recherches sur le site tous les jours du ministère, on peut passer à côté de cette consultation, donc personne n'a été prévenu et c'est un des griefs que nous avons rapporté au ministère. D'accord, en gros, c'est-à-dire qu'il fallait être au courant, c'est-à-dire aller sur le site du ministère, télécharger un projet d'arrêté ou des textes, les amender et renvoyer par mail au ministère. Voilà, disons qu'il faut être assez motivé puisque le ministère avait quand même donné un petit indice. Il nous avait annoncé lors de la dernière conférence environnementale en septembre 2012, après la campagne qui s'est notamment passée ici en Midi-Pyrénées, et bien que des mesures seraient prises et que l'arrêté qui permettait les dérogations pour les épandages aériens serait abrogé.
Donc on savait qu'un projet d'arrêté allait naître, et donc le seul indice qu'on avait, c'était de regarder le site du ministère tous les 15 jours pour peut-être tomber sur ce projet d'arrêté au cas où le ministère ne nous aurait pas prévenus. Et pourtant, le gouvernement, en 2012, si je me rappelle bien, une conférence internationale, une conférence nationale plutôt sur l'environnement, s'était déclaré contre les épandages aériens. Donc on pouvait se dire qu'à la limite, ils allaient purement mais simplement supprimer ces épandages. Tout à fait, c'est ce qu'on pensait. Donc on pensait déjà par rapport à l'arrêté ministériel, le projet d'arrêté par rapport à la consultation publique, que les organisations engagées auraient été au moins contactées pour connaître leur point de vue sur ce projet. Il n'en a rien été. Et nous avons découvert par hasard, grâce à nos adhérents, nos militants qui regardent de temps en temps le site du ministère, eh bien que le ministère avait pondu un projet d'arrêté qui allait durer seulement 3 semaines. Et donc il a fallu se dépêcher pour apporter nos contributions juridiques et puis après notre ressenti en tant que professionnel du terrain pour savoir quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter à ce projet, qui était bien en deçà des espérances et de ce qui avait été annoncé. D'accord, donc du coup c'est normalement interdit par des textes de la Commission européenne, mais en fait c'est quand même autorisé depuis le 30 mai 2011. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cet arrêté ? Qu'est-ce qui fait que des agriculteurs peuvent obtenir des dérogations en veux-tu en voilà, puisqu'il y a eu 58 dérogations accordées, je crois, en 2012, donc pour 800 opérations d'épandage. Ça vient simplement du fait que, par exemple, pour la vigne, il faut y passer quand même une dizaine de fois dessus pour épandre et pour que ce soit efficace. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut obtenir une dérogation pour que les maïsculteurs ou que les grandes firmes peuvent obtenir des dérogations ? Alors déjà, pour faire simple, je vais essayer de vous donner un petit peu le cadre juridique qui régit ces dérogations aux épandages. Il faut savoir que les pesticides sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, et puis ça, je pense que François Weyrette, qui interviendra tout à l'heure, pourra mieux en parler que moi par rapport à l'introduction des pesticides dans nos campagnes. Ça a permis une avancée notable, puisque jusqu'en 1947, on avait encore des tickets de rationnement, et donc on a permis d'améliorer la rentabilité des cultures avec la mécanisation et avec l'utilisation d'engrais et de pesticides. Donc on a vu le bon côté de ces molécules. Le problème, c'est qu'on n'a pas étudié les conséquences tant sur la nature, la biodiversité, les insectes, comme par exemple les abeilles, et aussi sur les problèmes de santé humaine que l'on peut rencontrer après. Ensuite, dans les années 1990, eh bien, les industriels ont inventé une nouvelle forme d'insecticide qu'on appelle les néonicotinoïdes, et qui là sont l'équivalent si on passait d'une bombe à la nitroglycérine à une bombe nucléaire. On a des produits qui, par exemple, 1 gramme de gaucho était 5800 fois plus puissant qu'un gramme de DDT, le célèbre produit utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est passé sur des produits qui étaient entre 5 et 10 000 fois plus puissants, qui continuent à être utilisés aujourd'hui, et bien des fois la hauteur des végétaux ne permet pas de passer avec un tracteur où on abîmerait trop de végétaux, et donc on demande à faire des épandages aériens par avion ou par hélicoptère. Sauf que tu me dis si je me trompe, mais un végétal par nature ça doit pousser, donc automatiquement du moment qu'ils sont trop, est-ce qu'il y a une limite? Qu'est-ce qui fait que parce qu'on pourrait les sulfater avec je sais pas, il existe des espèces de perches ou de rampes, on pourrait peut-être Après, je sais que c'est une histoire certainement économique, puisque les partisans de cette histoire-là disent qu'un hélico ou un avion traite 10 à 20 fois plus vite qu'un tracteur et 50 à 100 fois plus vite qu'un traitement manuel. Donc on est quand même sur une course à l'échalote pour aller le plus vite et pour que ce soit le plus vite, que ce soit rentable au plus vite, quoi, en tout cas. Tout à fait, on peut l'imaginer, mais seulement les chiffres qu'ont pu vous donner l'agrochimie, nous ne les avons pas eus. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on les demande. On ne connaît pas le coût horaire auquel ils ont l'hélicoptère, parce que le coût est quand même assez important. Quels sont les financements? Est-ce que c'est l'agriculteur qui se finance tout seul cet hélicoptère? Comment marche ce financement? Quelle est la rentabilité? Alors ils avancent effectivement des chiffres, mais nous aussi on peut avancer des chiffres, mais pour l'instant on s'en est tenu à avancer des arguments scientifiques pour essayer de ne pas être trop attaquable. Donc pour l'instant les chiffres sur ça ne sont malheureusement pas connus de nous, ou ce sont des chiffres qu'on peut donner comme ça à la volée. Donc là-dessus on va rester prudent. Ensuite, les épandages ont donc existé entre la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que là aussi, des études scientifiques ont montré que de 25 à 75% de ce qui était épandu n'allait pas toucher sa cible. Ça, c'est l'INRA qui l'a prouvé en 1997.
Donc ça fait quand même pas mal de produits qui va aller ailleurs. Et où c'est qu'il va ailleurs? Soit il va aller dans un champ à côté puis rentrer dans la nappe phréatique, ou alors il va se dissoudre dans l'atmosphère. Donc on était face à un problème de santé publique, et la commission a réfléchi sur ce problème, et donc en 2009, elle a pris une directive, la directive 2009-128 CE, qui interdit la pratique des épandages aériens et ne permet des dérogations. Je vous cite l'article 9 de cette directive, qui est à peu près clair. Il ne doit pas y avoir d'autres solutions viables, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement. Alors voilà, l'interdiction est posée, mais on peut les utiliser si jamais l'épandage présente des avantages manifestes du point de vue de la santé humaine ou de l'environnement. Alors on pourrait y inclure par exemple les épandages biologiques, là on est tout à fait d'accord. Par exemple pour le maïs, il y a des épandages avec des petits insectes, un trichogramme, qui va faire le même travail que les produits chimiques mais sans avoir de dommages sur la santé. Et sinon, eh bien, s'il n'y a pas d'avantage manifeste sur la santé ou sur l'environnement, les épandages sont interdits. Or, jusqu'à aujourd'hui, jamais des études ont appuyé ces demandes de dérogation et ont montré que les épandages aériens avaient un bienfait sur la santé humaine ou sur l'environnement. Donc on est là dans un déni de preuves d'innocuité de ces produits qui sont répandus. Et donc la France a dû prendre un arrêté parce que la directive doit être appliquée dans chaque État. Donc chaque État a pris un arrêté pour faire l'application de cette directive européenne. Et on aurait pu penser qu'elle aurait encadré cette interdiction, mais au contraire, Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, a pris un arrêté le 31 mai 2011 qui permet d'autoriser assez facilement des dérogations pour ces épandages aériens. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on est parti, des épandages qui se faisaient, on s'est rendu compte des conséquences sur la santé, du peu de cibles qui étaient touchées, puisque 25 à 75 ne touchent pas sa cible dans les épandages, des conséquences sur la santé humaine. L'Europe prend une directive en 2009, en 2011, le ministère de l'Agriculture prend un arrêté, et cet arrêté est plus laxiste que la directive européenne. D'accord, pas mal. C'est-à-dire que grosso modo, on peut épandre du moment qu'il n'y a pas des maisons à moins de 50 mètres, je crois que c'est ça, ou des nappes phréatiques ou des captages d'eau. Normalement, il faut que les routes soient fermées pour éviter de sulfater les narines des passants ou des gens qui ne sont pas forcément au courant. Normalement, également, les préfectures donc, qui mettent en œuvre qui donnent les feux verts pour ces épandages doivent faire un peu d'information préalable. Donc j'imagine que pour toi, apiculteur, et pour tes petits camarades, grosso modo, on doit vous prévenir au moins 48 heures à l'avance, je crois que c'était. C'est ça. Et donc, visiblement, sur le terrain, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que, donc, ça fait un petit moment que tu luttes avec le syndicat et avec la Fédération France Nature Environnement contre les épandages. Et je crois que grâce à ton action, à toi et à tes petits copains, vous êtes arrivés à faire en sorte qu'en 2013, à la place d'y avoir 20 000 hectares qui devaient être sulfatés à coup de produits chimiques, donc des insecticides, fongicides ou voire désherbants, il n'y en a eu que 300 hectares. Voilà, enfin 2012, sur la campagne 2012, passée. sur la campagne de 2012. Donc comment vous êtes pris pour empêcher tout ça, quoi, ou en tout cas pour les stopper aussi radicalement? Alors c'est très simple, enfin c'est ironique. L'arrêté ministériel qui a été pris le 31 mai 2011 fait ensuite l'objet d'une autre adaptation au niveau départemental. Donc il y a quand même une épuration normalement qui doit se faire pour être plus restrictive, et c'est pas toujours forcément le cas, ou en tout cas lorsque c'est posé sur le papier, c'est pas respecté. Donc le préfet de Haute-Garonne a été saisi de demandes, et aussi dans le Gers, c'est le Tarn-et-Garonne, le Lot, mais les épandages n'ont été autorisés que dans la Haute-Garonne l'an dernier et le Gers. Voilà les deux départements qui ont autorisé ces épandages. Donc ils ont eu des demandes qui ont été déposées. Il y a eu une consultation publique là aussi difficile à trouver, puisque l'on nous a baladé, si l'on peut dire, d'un service à l'autre dans le service qui s'occupe de ça à la préfecture, pour avoir au bout de 15 jours là aussi l'information de la consultation publique qui se tenait à la préfecture à Saint-Étienne. Nous avons été le département où il y a eu le plus de participation, puisque généralement ces consultations étant peu publiques comme celle qui s'est faite cet été au niveau national, il y a 2, 10, 15 personnes qui vont participer. Ici en Haute-Garonne, nous avons été plus de 135 à participer.
Et suite à ça, après le préfet prend la décision d'autoriser ou pas, et il a décidé d'autoriser les épandages aériens, reprenant le cadre juridique obligatoire de l'arrêté du 31 mai 2011, seulement, ce cadre juridique n'a pas été respecté après sur le terrain, puisque lors des premiers épandages, nous n'avons pas été prévenus. Là, ça concernait le Gers. Donc c'est une faute, puisque les apiculteurs devaient être prévenus 48 heures à l'avance. 48 heures, là aussi, c'est une durée qui est quand même assez moindre, et c'est ce qu'on a fait remarquer au ministère cet été, parce que 48 heures, ils ne préviennent que le dirigeant du syndicat des apiculteurs du département, et ensuite, ce dirigeant, quel qu'il soit, doit prévenir les apiculteurs du département. Quand on sait qu'il y a 500 à 1000 apiculteurs sur le département, en 48 heures, ça peut paraître difficile de prévenir les gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les abeilles, elles ne résistent pas à ces épandages, quoi. Elles meurent, ou comment ça se passe? Alors les abeilles, il vaut mieux pas qu'elles sortent au moment où il y a les épandages, puisque là, dans toute l'atmosphère va être contaminée pendant plusieurs heures, puisque les produits, certains vont avoir des effets volatiles jusqu'à plus de 6 heures après l'épandage. C'est pour ça qu'il y a un produit qui a été autorisé dans les Pyrénées-Atlantiques et pour lesquels on posait des questions. Et il pouvait y avoir des effets néfastes pour le fœtus dans la femme enceinte 6 heures après les épandages. Donc on ne connaît pas ces effets néfastes. La préfecture ne nous a pas répondu. Et puis après, pour les abeilles, ces insecticides sont souvent des néonicotinoïdes qui vont s'attaquer au système nerveux de l'insecte et donc désorienter l'abeille qui ne va plus retrouver sa ruche après. D'accord, c'est surtout ça le problème, quoi. C'est surtout ça le problème, c'est la désorientation. Et puis après, si jamais elle a pas eu de chance et qu'elle en a goûté, là c'est la mort qui va s'en suivre. Mais là, ça concernerait des épandages qui pourraient y avoir sur des cultures en fleurs. D'accord. Mais là, normalement, les cultures en fleurs sont interdites à l'épandage aérien, et c'est ce qui s'est passé notamment l'été dernier, c'est-à-dire que des champs de maïs et de tournesol ont été épandus alors qu'ils étaient en fleurs et butinés par les abeilles. D'accord, super, d'accord. Et ça, c'est par exemple ces champs de maïs en fleurs, c'est parce que vous êtes allé sur place pour constater comment ça s'est. Parce que quand vous obtenez l'info, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez? Alors, vous allez sur place? Comment ça se passe? Quand on obtient l'info, déjà on peut pas faire grand-chose, parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est déplacer les ruches pour les apiculteurs qui ont un autre lieu dans le département ou dans un département voisin qui ne serait pas concerné par les épandages, donc c'est très difficile. Ça demande beaucoup de manutention qui doit se faire la nuit, donc il faut le faire dans les premières 24 heures, après c'est trop tard. Et sinon, l'autre solution, c'est de fermer les ruches pendant le temps de l'épandage. Or, on ne sait pas du tout à quel moment va commencer l'épandage, qui peut avoir lieu à 7h du matin comme à 18h, à 19h. Voilà, donc là aussi, on ne peut pas laisser fermer les ruches toute la journée en plein soleil. Et puis, les fermer, c'est quand même assez modeste comme protection, parce qu'après, elles vont aller se poser sur les fleurs qui ont été traitées. Donc, ensuite, la préfecture doit normalement nous transmettre une carte lisible, ce qui n'a jamais été le cas. Les services de la préfecture face à nous ont été incapables de nous lire leur propre carte. Donc, on voit un petit peu le sérieux de la mise en place de ces dérogations. Et ces cartes doivent normalement nous transmettre la parcelle concernée sur la commune. D'accord. Pour pouvoir savoir si l'apiculteur va être concerné, puisque les abeilles vont dans un rayon de 3 km. Donc généralement, il est quand même concerné, mais enfin, pour connaître le lieu précis. Et là, la préfecture a refusé de nous donner le lieu précis. Et puis les sociétés d'épandage qui doivent le signifier. Et donc, nous sommes partis à plusieurs apiculteurs, tenter de trouver, puisque nous avions plusieurs communes, de donner 24 heures à l'avance, tenter de trouver quelle était la parcelle et le bon moment où allait passer l'hélicoptère. Et donc, ça ressemble un peu les faucheurs d'OGM, quoi. Voilà, oui, on en devient un petit peu comme ça malgré nous, puisque nous avons participé à toutes les phases de consultation, que nous avons demandé un rendez-vous, notamment avec le député Gérard Bapt de Toulouse, au préfet, ensuite avec Catherine Grèze, eurodéputée, et nous n'avons jamais obtenu de rendez-vous de la part du préfet. Et donc nous avons dû nous débrouiller tout seuls, aller sur le terrain et au petit bonheur la chance, essayer de trouver la parcelle concernée. Pour notre chance, nous avons trouvé une de ces parcelles et nous avons pu constater les épandages aériens qui ont été faits. C'était à Sainte-Livrade, à côté de la forêt de Bouconne. Et sur ces épandages qui ont duré seulement 7 minutes, nous avons comptabilisé pas moins de 11 infractions le jour même. Et donc nous avons appelé l'administration pour qu'un PV soit adressé. Et nous avons aussitôt déposé plainte auprès du procureur
en espérant que le procureur se saisisse du dossier et qu'il ouvre enfin le dossier. C'était quoi ces infractions ? Alors les infractions, il y en avait plusieurs qu'on connaissait à l'avance. La première, c'était de ne pas nous avoir prévenu 72 heures à l'avance, puisqu'ici en Haute-Garonne, on devait nous prévenir 72 heures à l'avance. Au niveau national, c'est souvent 48 heures, mais ici, c'était 72 heures. On nous a prévenu une vingtaine d'heures avant, donc hors délai par rapport au délai qui était donné au niveau national de 48 heures, et encore plus par rapport au délai donné en Haute-Garonne qui était de 72 heures. Ensuite, non-communication des parcelles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les villes, il se trouve que par malchance ou par omission volontaire, eh bien, la ville sur laquelle nous les avons pris en flagrant délit n'était pas citée dans les demandes de dérogation. Donc on est là sur une infraction par rapport à la consultation publique, puisqu'on n'est pas sur une ville pour laquelle il n'y a pas eu d'avertissement du public à l'avance. Donc là, c'est un peu plus gênant. Et ensuite, eh bien, les cultures étaient en fleurs, les habitations étaient à moins de 50 mètres, alors que normalement, il ne doit pas y avoir d'habitation dans les 50 mètres. Les routes n'étaient pas fermées, donc des passants, des enfants et des personnes en vélo passaient à une dizaine de mètres de ces épandages où on retrouvait des molécules, c'est des petits granulés roses sur la route. D'accord. Et donc, voilà, c'est un petit peu pour faire le tour des quelques infractions que nous avons pu relever. D'accord. C'est les infractions qui du coup sont du fait du préfet ou des épandeurs en fait ? Là, c'est du fait des épandeurs. C'est du fait des épandeurs, puisque normalement c'est aux épandeurs à le donner. Après, la préfecture aurait pu peut-être nous appuyer et nous envoyer des gens sur place pour faire des contrôles qui étaient compétents, puisque malheureusement les gens qui traitaient du dossier ne savaient pas à quoi ressemblait du maïs en fleurs. Donc là aussi on voit bien l'énergie qui avait été engagée par rapport à ça. Par contre, après, nous au niveau du syndicat apiculteur Midi-Pyrénées avec France Nature Environnement Midi-Pyrénées, nous avons attaqué l'arrêté pris à la base par le préfet qui permet ces dérogations et qui ne rentre pas dans le cadre de la directive européenne, puisque déjà l'arrêté ministériel de Bruno Le Maire était, comme je vous l'ai expliqué au début, un petit peu hors cadre. Donc par rapport à l'arrêté qu'a pris le préfet, eh bien, toute association, tout citoyen a 2 mois pour faire un recours administratif. Et donc nous avons jugé que le préfet n'a pas rempli sa mission en autorisant un arrêté qui prenne en compte la directive européenne et l'arrêté ministériel. Et donc nous avons déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif en août 2012. Et nous attendons toujours à ce jour la convocation au tribunal administratif. D'accord, mais du coup ça a cassé un petit peu cette dynamique d'épandage, quoi. C'est surtout ça aussi. Ça a cassé un petit peu la dynamique, mais c'est surtout après la plainte auprès du procureur pour demander une ouverture devant le tribunal correctionnel par rapport à ces épandages, puisqu'on a montré que d'une part sur les premiers épandages il y avait une infraction dans le Gers, mais là on n'a pas porté plainte, on leur a laissé on va dire le droit de l'erreur de ne pas nous avoir prévenus. Et ensuite sur la seconde fois, en 7 minutes trouver 11 infractions, là on a trouvé que ça dépassait un petit peu l'entendement. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 2 plaintes qui sont toujours pas traitées par la justice, une plainte au civil, au correctionnel sur des entreprises privées d'épandage ou des agriculteurs. C'est contre la société d'épandage. La société d'épandage et ensuite la préfecture au tribunal administratif. Tout à fait. De ces 2 plaintes, aucune nouvelle. De ces 2 plaintes, aucune nouvelle, si ce n'est pour le tribunal correctionnel où il y a eu une enquête qui a été close au mois de janvier 2013. Et depuis, nous n'avons rien eu. Par rapport au tribunal administratif, là aussi, nous n'avons pas eu de retour, si ce n'est sur une partie du recours pour excès de pouvoir, puisque nous l'avions doublé d'une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité, à savoir si il n'y avait pas aussi une violation de la Constitution. Donc là-dessus, on a déjà eu quelques échanges de mémoire, mais là encore, nous n'avons pas eu la totalité des échanges et pour l'instant, pas de date d'audience pour cette plainte. Alors moi je disais que ces épandeurs, parce que
se demande qui c'est qui tire les ficelles un petit peu de ces épandages. Est-ce que c'est les agriculteurs, enfin les propriétaires des terrains? Est-ce que c'est les industriels qui ensuite Bonduelle, enfin tout ce genre là de grosses boîtes qui tirent qui actionnent les manettes? Parce que je disais qu'il y avait une vingtaine d'entreprises sous-traitantes donc spécialisées dans l'épandage en France, avec une flotte au moins une 60aine d'hélicos et 22 avions, et en fait c'est super compliqué de savoir qui sont ces épandeurs. Rico adore. Et de savoir qui sont ces épandeurs, parce que voilà, est-ce que c'est les coopératives, est-ce que c'est les paysans, qui c'est qui à un moment donné demande réellement quoi Alors je suis peut-être pas le mieux placé pour vous répondre. Là aussi c'est peut-être un peu compliqué, puis en plus c'est pas nous qui en faisons la demande, mais de nous ce qu'on a vu, en tout cas c'est des agriculteurs qui en feraient soi-disant la demande. Mais d'après ce qu'on peut penser quand même, c'est plutôt des agriculteurs qui se regroupent au sein d'associations ou de syndicats agricoles et qui vont faire la demande pour un ensemble d'agriculteurs, certainement pour amoindrir le coût de l'hélicoptère. Mais là, ce ne sont que des suppositions et il faudrait demander directement aux intéressés. Ouais, bien sûr. Parce qu'avec les agriculteurs, vous n'avez pas de contact? Si, on a des contacts avec les agriculteurs, mais pas avec ceux-là. D'accord. Parce que dans ce que vous racontez là du conflit, finalement, ça se passe plutôt au niveau de la préfecture et de l'administration, mais pas au niveau des agriculteurs qui, sur place, auraient recours à l'épandage. Nous n'avons pas de problème spécialement avec les agriculteurs. Bien sûr, avec ces agriculteurs qui ont fait ces demandes, nous ne sommes pas contents. Après, il y a déjà un cadre administratif et un cadre de protection au niveau du droit de l'environnement et du droit de la santé qui, normalement, ne permet pas de faire ces épandages. Donc, on va voir directement à la source, donc c'est-à-dire à l'administration, pour leur dire « Attendez, mais... » Là, par rapport au cadre européen, vous ne pouvez pas autoriser ces épandages aériens. Et après, l'agriculteur, on ne se bat pas contre l'agriculteur, parce que d'abord, on travaille ensemble. On a besoin des agriculteurs, souvent pour produire certains miels, comme par exemple le miel de tournesol, le miel de colza. Et puis eux ont besoin de nous aussi pour la pollinisation, pour faire des semences ou pour les arbres fruitiers. Donc on est souvent en lien avec eux, et donc il n'y a pas de